Bonjour, c'est Johan de Journal du Coin et je suis aujourd'hui avec Johan de Wintermute depuis Singapour. Merci Johan de prendre le temps pour échanger avec Token 2049 qui se déroule en ce moment. Ben, merci de m'inviter. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis français, mais ça fait plus de 20 ans que je vis à l'étranger. Je suis entrepreneur pour la 4e fois. Donc, j'étais inemployable depuis l'âge de 28 ans. Et voilà, j'ai bougé sur Singapour il y a un an. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Et voilà. Et comment vous aviez fait la découverte des crypto-monnaies et qu'est-ce qui vous avait poussé à faire le switch dans ce domaine? Alors, j'ai découvert Bitcoin en tant que tel en 2012. Quand je traitais en fait des taux. On écoutait beaucoup des banquiers centraux et tout ça, Super Mario Draghi et tout ça. Et en fait, j'ai plus ou moins dit non parce que je pensais que, enfin, j'avais pas lu le white paper à ce moment-là. Et j'avais pas forcément compris la tech. Il y a aussi un gros aspect où, en fait, j'étais en train de monter ma première boîte. Et à cette époque-là, en fait, MTGOX, c'était pas forcément très, très fluide. Donc, il fallait à peu près prendre 3 semaines pour pouvoir récupérer $30,000 de cash. Donc, c'était pas forcément très compétitif comparé à un business que je montais où on pouvait gagner ou perdre 5 millions d'euros sur l'année. Donc voilà, c'était pas vraiment le type d'achat qui était intéressant à cette époque. En 2015, j'ai regardé encore une fois parce qu'en fait, je montais un match studio avec des amis anglo-indiens. Et on avait des gens qui nous pitchaient en fait des projets blockchain. Et j'ai finalement dit oui à la crypto en 2017. Différentes raisons. Il y avait en fait, j'étais plutôt dans un système de hedge fund, donc je gérais mon argent en montant plutôt ce qu'on appelle l'equity long short, c'est du trading encore une fois, mais en fait du côté action, surtout action US. C'était pas forcément très facile à monter quand c'est un marché qui est un petit peu très très bien couvert par de très gros hedge funds. Mais j'étais assis à côté d'un ancien de Marshall Wace. Marshall Wace, c'est un gros fonds long short equity sur Londres. Cet ancien, en fait, il adorait les cryptos. Et en fait, on a fait de la recherche sur à peu près 56 ICO ensemble, donc plus que 56, mais en fait 56 investissements. Et en fait, lui, il voulait que je gère la partie crypto du fonds macro qu'il lançait. Et je me suis retrouvé à me reconnecter en me disant, oh, si je veux faire du trading sur crypto, je dois avoir un autre trader et je dois avoir quelqu'un qui est bien meilleur que moi à coder. Je suis bon en quelque chose, mais pas forcément à coder. Et en fait, je me suis retrouvé à me reconnecter avec Yevgeny, qui est un ancien collègue d'un petit peu en Hollande, où j'avais bossé en tant que trader d'arrivée. Et qui m'a invité en tant que cofondateur sur Wintermute. Donc, et voilà, c'est comme ça. J'avais un intérêt crypto sur le fait que j'étais assez frustré j'étais devenu investisseur du non-listé depuis 2008. On faisait un petit peu ce que maintenant les gens font par Equityzen ou autre, c'est acheter du pré-IPO. Et donc, on faisait ça avec des anciens collègues en 2008, 2009, 2010. Et j'avais fait pas mal d'investissements en tant qu'angel aussi, en voyant de la valeur sur tout ce qui est être un BA en fait, et pour avoir accès en fait avant une IPO, avec une logique très très simple. Depuis la fin des années 90, peut-être en espérant un temps positif jusqu'à 2010, c'est qu'il y avait encore des IPO où on pouvait participer et qui étaient profitables. Et après ça, c'était juste excès de liquidité pour les VC. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé que, les cryptos, c'est un bon mariage entre mon expérience en trading et mon expérience en investissement à early stage. Pour les spectateurs qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce qu'est Wintermute, vos activités principales et votre rôle? Alors, l'activité, le cœur de métier, c'est un faiseur de marché. Donc, c'est ce qu'on appelle un market maker en anglais. C'est en gros, on apporte de la liquidité. Apporter de la liquidité, c'est quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sur un échange,
vous voulez acheter ou vendre un Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, en fait, vous avez besoin de quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc, si toi, Johan, tu te retrouves à vouloir vendre à quelqu'un d'autre dans la rue, ton Bitcoin à, je sais pas, 65 000, et les gens ne veulent pas forcément payer 65 000. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas forcément de transactions qui se passent. Et donc, le market maker, le faiseur de marché, et on est toujours là avec de l'inventaire, donc que ce soit en Bitcoin, en fiat ou sur différentes crypto-monnaies, pour pouvoir prendre la contrepartie, pour que le trading se passe, sans que les gens aient besoin d'attendre que vraiment bilatéral, qu'ils aient besoin d'attendre que quelqu'un veuille vraiment acheter ou vendre au même prix. Et donc on traite ce qu'on appelle sur fonds propres. Donc c'est uniquement notre capital, on a des investisseurs ici, mais on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de gestion de fonds, de tiers. Et on fait ça sur des jeux centralisés. On fait ça en DeFi. On fait ça en faisant face à des contreparties bilatérales en ETC. Donc, si tu as un fonds qui peut traiter de plus de 100 000 $ par transaction, on a tendance à faire ça directement. Et on a commencé à investir aussi en 2020. Donc, sur des choses qui sont, comme dit Wadi, qui sont de l'infrastructure. Et maintenant, depuis, on a fait à peu près 120 investissements. On incube un petit peu, pas forcément à grande échelle, mais en fait, on a incubé 4 boîtes depuis 2022. Voilà, donc on fait quelque chose. On a une activité en fait à Londres qui est de façon primaire une activité spot. On a une activité dérivée ici depuis Singapour. Et concernant le market making, comment est-ce que vous vous démarquez de vos concurrents? Est-ce que vous avez une spécialisation géographique ou est-ce que vous travaillez avec un certain type de projet en particulier? Alors, il y a pas mal de différenciations, mais que souvent peu de gens comprennent la valeur du bon market making. Le market making, c'est assez simple de certaine manière. C'est quel est ton prix, quelle est la largeur de la fourchette et quelle quantité avec laquelle tu cotes. Maintenant, c'est faire ça, mais traiter 5-6 millions de fois par jour sur 30 échanges centralisés, sur 28 protocoles en DeFi, sur 10 chaînes, et faire traiter aussi ça OTC. Et donc, c'est pas forcément facile à exécuter. Donc, ça c'est pas forcément un métier qui est très bien compris, mais quand c'est bien fait, il y a un certain respect, on va dire, des échanges. Un élément de différenciation, c'est qu'on a je me pensais qu'on a la plus haute intégrité de l'écosystème. Donc, c'est bonne réputation. Et c'est souvent les fondations qui viennent, en fait, emprunter notre réputation pour aller se lister sur des échanges, sur les meilleurs échanges. Ça, c'est un des facteurs. Il y a des facteurs de différenciation qui sont très différenciés. On peut pas forcément faire de marketing, mais on les appelait des néobanques ou des robo-advisors où on est plugué, on fait 60-70% de leur volume et on est forcément bien placé pour recommander les équipes. C'est toujours l'équipe de listing de l'échange, du robot et tout ça qui décide quel est le mot final, mais on peut toujours recommander les équipes. C'est aussi un différenciateur. On a aussi un métier OTC qui est de plus en plus gros, qui comptait à peu près, qui contribuait pour 5% des volumes en 2021, mais qui contribue maintenant pour 25% de nos volumes. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où on trade jusqu'à 3 milliards de dollars d'OTC. Et OTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu as un gros bloc à acheter, Johan, tu sais pas, t'es assis sur tes euros, sur tes dollars ou autre, et tu veux acheter du Bitcoin, et donc tu as peur de bouger le marché ou tu veux la meilleure exécution, et donc tu viens chez nous. Donc voilà, il y a un onboarding qui est très classique, KYC, ML et tout ça. Mais en gros, et donc on a 1900 entités ou personnes, enfin plutôt de l'ultra high net worth et tout ça, donc des grandes fortunes qui viennent traiter avec nous. Et ça, c'est aussi utile parce que ça veut dire que si une fondation est inquiète d'avoir des investisseurs signes qui pourraient sortir et affecter leur marché, on peut toujours essayer de trouver, voilà, on peut toujours essayer de communiquer à nos contreparties l'intérêt pour le token et tout ça. Quoi d'autre? On est très actif en différenciation. On a beaucoup d'équipes qui sont DeFi, centrées sur la DeFi, qui nous voient. En fait, on a la plus grosse boîte à traiter sur DeFi. Donc, on faisait jusqu'à 50% des volumes sur Ether.
parce que c'est plutôt autour de 30-40. On fait 30% des volumes sur Solana, par exemple. On pourrait faire plus, mais on reste loin des volumes un peu prédateurs des meme coins. Donc, en fait, on est sur certains meme coins, mais où on pense que la communauté, les fondateurs ou les fondatrices sont positives et sont là pour le long terme. Voilà, il y a un aspect où on est builder avant d'être trader, en gros. Donc, on est vraiment plus là pour construire des choses à long terme. Et voilà, accès à différentes liquidités. Je pense que je t'ai donné les... Est-ce qu'il y a un secteur qui vous intéresse le plus actuellement et où vous voyez des opportunités de croissance pour Wintermute dans les mois ou les années à venir? Dans un secteur pour nous investir ou pour nous... Alors, pour Wintermute, la façon dont on construit la boîte, c'est encore très centré trading. Il n'y a pas de gestion de fonds externes, c'est vraiment nos investissements. Dès qu'il y a des idées qui sont un peu plus loin du cœur de métier, on a tendance à les incuber. Donc, on a par exemple incubé Wildcat, qui est une plateforme de prêt-emprunt. Où on emprunte 30 millions de dollars équivalentes. On fait aussi les indices, mais par une joint venture avec le bloc, qui s'appelle GMCI. Donc, ça sont des choses. En fait, c'est un peu toujours la question ou l'arbitrage en tant que fondateur, c'est que tu veux pas être... pour bien faire les choses, il faut être relativement concentré. Même si on a suffisamment grandi, où il y a toute une équipe, on est maintenant presque 120, il y a toute une équipe où on peut vraiment compter sur eux et on peut commencer on peut continuer à vraiment s'étendre. Mais c'est bien d'être relativement centré sur un corps de métier. Donc, en fait, des nouvelles choses, on a tendance à les incuber, à avoir 10, 20, 30%, 40% de la boîte et pousser ça et utiliser. Evgeny utilise le terme constellation. Alors, plutôt une constellation autour de nous qui bénéficie du réseau qu'on a. Mais en gros, voilà, c'est pas forcément nous qui auront le temps ou l'énergie pour aller pousser ça. Donc, on veut quand même rester continu. Enfin, c'est l'entrepreneuriat, quoi. C'est du sport compétitif, 24h/24, 365 jours par an, quoi. Donc, voilà, faut être relativement concentré. Et donc, Wintermute fait également de l'investissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça et quelle est votre stratégie? Alors, c'est uniquement nos propres fonds. On déploie entre 25 et 50 millions de dollars par an dans différentes équipes, je dirais. Alors, il y a des stratégies qui ont changé au fur et à mesure du temps où nous, on a grandi en tête entre... Les premiers investissements étaient très infra. C'était très, très, très proche du cœur d'un métier. C'était plutôt du DYDX et autres. C'était vraiment des équipes où on pouvait vraiment aider du côté training. Et avec la croissance, en fait, de l'activité d'investissement, on a continué à s'étendre, à se diversifier. On ne fait pas forcément trop de gaming. Mais on a fait de plus en plus de choses. On a 5 investissements dans différents wallets. On a commencé à faire du DeepIn, on a fait des RWA, on a fait... on fait pas mal de data analytics et tout ça. On fait pas mal donc, il y a des thèmes relativement qui ont relativement de synergie avec le business. Mais des fois, il n'y a pas forcément de synergie du côté trading, mais il y a quand même une synergie où on peut aider les gens du côté BD parce qu'on a la chance d'être, donc en tant que maker, on a la chance d'être au cœur de l'écosystème. En fait, on interagit avec les VC, avec les fondations, avec les échanges, avec tout ce qui est apporteur de services, niveau custody et tout ça. Donc, on a tendance à connaître tout le monde. Et on fait beaucoup d'efforts pour maintenir une bonne réputation. Donc, voilà, les gens prennent les infos. Donc, si c'est pas trop proche du cœur de métier, on peut quand même aider avec un peu de BD ou autre. Donc, il n'y a pas vraiment ça s'est étendu au niveau secteur, même si on ne peut pas faire beaucoup de choses du côté NFT ou gaming. Au-delà de ça, on a tendance à être très centré, si c'est vraiment très early stage, en fait, si c'est passé durant l'hiver et durant tous les temps de printemps-été, on a tendance à s'étendre un peu plus jusqu'à faire des tours, participer à des tours à 3-4 milliards. Mais en général, la réalité des cryptos sur l'investissement, c'est que tous les rendements sont vraiment sur le signe. Et donc, c'est vraiment plus
sont aussi souvent des rendements qui font sur des investissements qui ont été faits durant l'hiver. Et ça, c'est plutôt une bonne leçon pour tout le monde, c'est qu'en fait, il vaut mieux garder de l'ammo et tout ça, de la munition pour l'hiver, pour pouvoir vraiment investir et déployer, et puis et attendre à récolter durant l'été. Oui. Donc c'est... Ok. Bien. Maintenant, pour changer un peu de sujet, pour faire un focus plus sur l'Europe et la réglementation MiCA, quel impact est-ce que vous anticipez sur vos activités et justement comment vous y préparez? Alors, nous, ça ne nous affecte pas trop. L'Europe, malheureusement, est un petit marché. Donc, c'est toujours la question, c'est avoir une entité ou pas, en fait, sur le territoire vraiment européen. On aime faire les choses bien au niveau réglementaire, c'est pour ça qu'on n'est pas en Corée, on n'est pas dans pas mal de pays. Mais c'est encore une grande question. C'est pas très efficace au niveau capital, mais on est très sensible à la GIC des capitales, parce qu'on tourne notre capital tous les jours jusqu'à 16 fois. Et donc, à chaque fois qu'on doit ajouter une nouvelle entité sur une nouvelle géographie, c'est une grande question. Je dirais, en général, c'est pas forcément ce qui nous concerne, nous, mais il y a des choses qui sont un petit peu, qui sont un petit peu concernantes au niveau Europe. C'est tout ce qui est enregistrement des assets, enregistrement des actifs, des choses comme ça. Et c'était la question sur USDC récemment, où c'est en fait la façon dont les règles sont faites. Le fait que les Circle par exemple doivent en fait mettre les dépôts, enfin l'équivalent des dépôts des issuances en fait sur des banques européennes, tu te retrouves en fait avec un avantage en tant qu'investisseur européen dans USDC, où en fait tu vas avoir une espèce de seniorité s'il y a un problème au niveau bancaire en fait, donc c'est au niveau de Circle. Il y a des choses qui sont intéressantes qui se passent avec MiCA, mais là on est encore en train d'analyser ce qui est la situation. Je pense que c'était un petit peu fait à la va-vite pour être très honnête. Enfin de notre côté, mais au niveau réglementaire, c'était pas forcément très clair. Ils ont bougé très vite. D'où les réactions un petit peu de... C'est quoi, c'est Binance qui avait délisté... il y a plusieurs échanges qui sont trouvés à délister USDT, par exemple, des choses comme ça. Voilà, c'est toujours délicat parce qu'en fait, il y a pas mal de liquidité, plus de liquidité sur aussi les éthiques que dans d'autres. Donc, voilà, c'est encore... on est encore à juger la situation. Ok, super. Pour revenir un peu plus sur l'Asie, donc il y a Token 2049 qui se déroule en ce moment. J'imagine que vous échangez avec beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a un partenariat stratégique qui arrive ou que vous avez récemment conclu sur lequel vous souhaiteriez partager? Alors, on fait pas mal de choses depuis l'Asie, on fait pas mal de choses du côté CFD. C'est une bonne façon d'apporter, en fait. Il y a beaucoup d'intérêts institutionnels, en fait, qui veulent pas forcément toucher la crypto, la crypto de base de la blockchain. Ce qui n'est pas un problème pour l'aspect DeFi, l'aspect écosystème de l'autre côté, puisqu'en fait, nous, si on traite un CFD contre une institution, nous, on va toujours se couvrir sur le spot à la fin de la journée, donc il y aura toujours un élément crypto. Mais c'est une des choses qu'on avait annoncé il n'y a pas très longtemps. On a aussi annoncé une collaboration avec Cash Labs au niveau prediction market, où il y a, voilà, en fait, il y a ces deux binaires avec un token Trump et un token Harris. Donc, on voit comment ça se développe, donc c'est assez intéressant. On a tendance à faire les choses de façon assez conservatrice à ce niveau-là, où en fait, on veut que les gens aient vraiment des pertes capées. Donc, c'est vraiment des pertes limitées, pour que ce soit relativement éduqué, et aligné surtout. Il n'y a pas d'autres choses vraiment spécifiques qui sont annoncées. Je pense que c'est tout le monde essaie de survivre la semaine ici. C'est plutôt ça. Est-ce que vous avez quels sont vos plans pour les mois à venir et est-ce que vous recrutez en ce moment donc chez Wintermute, que ce soit à Londres ou en Asie? On recrute du côté investissement, on recrute du côté billet beaucoup, on recrute du côté produit. C'est facile de trouver les offres sur
sur notre site, on a aussi l'option, si les gens pensent ils sont très qualifiés, uniques et tout ça, s'ils veulent être un candidat libre, oui. Je pense que hier, avec les différents panels et tout ça, j'ai dû avoir une dizaine de personnes qui m'ont demandé un job. Et c'est gentil, c'est super gentil d'avoir un intérêt pour bosser avec nous. La réalité, c'est on a à peu près 250 candidats par notre position. Donc, c'est pas les gens, si on dit non, des fois, c'est pas du tout que les gens sont mauvais. C'est pas du tout le cas. Donc, faut pas hésiter, faut pas hésiter. Je pense qu'on est très sensible si les gens sont intéressés à poser leur candidature, c'est que nous, on est très sensible à ce que les gens soient très honnêtes. Son intégrité, c'est très important. Et il y a quand même, voilà, les gens travaillent, on bosse 24 heures sur 24, et ça, c'est la réalité aussi. Donc, il faut avoir une certaine énergie pour travailler. Et après ça, voilà, si on a l'énergie et qu'on est honnête, on peut apprendre un peu tout, donc faut pas être, voilà. Il y a un minimum niveau d'intelligence, et puis c'est bon, quoi. Mais ça, c'est important. Et voilà, si les gens ont une certaine expérience dans le secteur, c'est encore mieux. En BD, on a tendance à prendre pas mal de gens qui ont une expérience, souvent même qui n'ont pas forcément d'expérience, qui ont une passion pour la crypto, mais qui ont été en finance traditionnelle. C'est vraiment pas un problème. Donc, faut pas hésiter, quoi. Faut pas se mettre des barrières où il y en a pas, et faut pas hésiter à porter ses candidatures. Ok, pour conclure avec une question un peu plus globale, comment est-ce que tu envisages l'avenir des digital assets sur le long terme? Alors, pour moi, je suis assez aligné avec du Larry Fink à BlackRock, par exemple, où en fait, tokenization de tout. C'est-à-dire, c'est là où on se dit qu'en fait, les banques qui ne comprennent pas encore les tokens ou qui n'ont pas une bonne compréhension de la blockchain, ça va être assez difficile parce qu'on imagine que les actions, ou soudainement les actions ou les commandos se retrouvent à être cotés sur une blockchain. Voilà, il faut qu'ils puissent s'adapter, quoi. Il faut qu'ils puissent s'adapter, il faut au moins comprendre la technologie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément offrir ça à tout le monde. Et c'est pas forcément le cas. C'est pas ce qu'on demande du tout. Mais qui est un niveau suffisant d'éducation. Nous, la mission de Waytomate, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'adoption du côté DeFi au niveau finance. Je sais pas comment ça penser à inclusive finance. Qu'il y ait plus de gens qui puissent être faire partie de l'économie, en gros, des gens qui n'ont pas forcément accès à un compte bancaire. DeFi peut vraiment aider, donc c'est trouver un bon équilibre entre être sûr qu'il n'y ait pas d'argent de criminels ou de terroristes dans le système, mais aussi maintenir un système suffisamment ouvert pour que tout le monde puisse y participer. Et donc ça c'est important et c'est pas forcément facile à faire. Et souvent la réponse c'est une meilleure UX. Parce que c'est pas encore là. Meilleur UX et meilleure éducation. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Johan, pour cet échange. Et